municipal du 17 mai 2021. Merci à la presse pour sa présence. S'il vous plaît, on va laisser la parole à Bénédicte Apello qui va faire l'appel. Monsieur Jean-François Delanguet. Madame François Ramon. Monsieur Vincent Marquez. Madame Elisabeth Moutenay. Monsieur François Robert. Madame Aurélie Mayos. Monsieur Alain Combe. Madame Marie Taoui. Monsieur Raoul Vidal. Madame Diana Chani. Monsieur Francisco Silvano. Madame Patricia Rousson. Monsieur Nicolas Fouquet. Monsieur Philippe Torres. Madame Catherine Fleck. Monsieur Thierry Jacques. Madame Catherine Coutet. Monsieur Christophe Lacasse. Madame Stéphanie Moret. Monsieur Aurélien Mardedor. Madame Sonia Niasbas. Monsieur Nicolas Rousson. Madame Valérie Crémalière. Monsieur Bruno Portal. Monsieur Karim Abel. Monsieur Philippe Rouget. Madame Emmanuel Soulier. Madame Fabienne Egal. Monsieur Jérémy Blanger. Et Madame Michel Jacques. Donc, merci de votre présence à ce conseil. Merci Madame Jean qui est au l'ordre du jour. 15 points. Ouais. Donc, je déclare les pouvoirs de tout en fracas pour Madame Régine Bongarde, de Nicolas Cotrel pour Madame Valérie Crémalière, de Madame Catherine Tchétchène pour Madame Gaëlle Camille, de Madame Pierre Catherine pour Monsieur René Landevente et de Madame Aurélie Mayeux pour Monsieur François Robert. Donc, à l'ordre du jour de l'urbanisme, des marchés publics, des ressources humaines, des finances et puis des services à la population. Déjà, monsieur. Donc voilà, avant de commencer l'ordre du jour, j'ai une petite demande à formuler. Alors j'ai souvent entendu dire que gouverner c'était prévoir. Alors vous concernant monsieur le maire, je n'en ai aucun doute, bien sûr. Mais dans l'éventualité, bien sûr, où vous seriez amené à quitter votre fonction de maire, je crois qu'il serait bien aujourd'hui de pouvoir informer les membres de ce conseil et la population d'Andoise du nom de la candidate ou des candidates pressenties pour votre successeur. On va demander à la fin, parce qu'il y a une question de l'opposition qui concerne le sujet. Mais c'est pas tout à fait. Je ne suis pas au courant de la question. On va demander donc à Mme Françoise Marjou-Rajon d'accepter de faire le secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le compte rendu de la séance du 5 avril, est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Monsieur Abel. Mesdames et messieurs du conseil municipal, lors de la séance du 5 avril dernier, à la lecture du compte rendu qui nous est présenté aujourd'hui, vous avez supprimé, effacé, gommé, tout ce qu'on peut essayer comme vocabulaire, c'est là 10 interventions des élus de mandat à venir, interventions, propositions. Bien, alors à ce sujet-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu la curiosité, on est parti voir les comptes rendus des municipalités, des chefs-lieux de département ayant entre 10 000 et 20 000 habitants, pour voir un petit peu comment ça se passait dans leurs conseils municipaux respectifs. S'ils avaient la même attitude, le même comportement vis-à-vis de l'opposition, ou si c'était totalement différent. Et on a ciblé 4 villes: Guéret, 12 000 habitants, Privas, 8 000 habitants, Digne, 15 000 habitants, et Foix, c'est le petit dernier, 9 450 habitants, c'est le meilleur. Dans les 4 conseils municipaux dont je vous fais allusion, on parle du compte rendu, monsieur le maire. Il y a un compte rendu intégral de la séance. Il y a dans le 3 sur 4 des séances enregistrées en direct, avec, j'insiste, une excellente qualité sonore, parce que non seulement on regarde le débat, mais en plus on entend parfaitement, il n'y a aucun problème pour-dessus. Et la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui est totalement inconnu à Mans, c'est que non seulement on a un compte rendu intégral, mais dans les votes respectifs des élus du conseil municipal, il y a, en ce qui concerne les votes contre et les votes d'abstention, les noms, les prénoms des élus, donc c'est parfaitement transparent, on assume, on joue la règle du jeu, et
Résultat des courses, monsieur le maire demande, les PV sont adoptés à l'unanimité systématiquement dans ces 4 municipalités. Alors la raison, qu'est-ce qui se pose le maire demande aujourd'hui à jouer à ce petit jeu ridicule? Moi, je pense que chez vous, il y a une part de rancœur. Je pense que vous êtes quelqu'un de très rancunier par rapport au débat contradictoire. C'est quelque chose que vous vivez très mal. Mais là, depuis 2 ans, on s'en est aperçu, monsieur le maire, vous vivez très mal le débat contradictoire. Mais ce qui est particulièrement affligeant, j'ai dit bien affligeant parce que c'est un mot que vous utilisez souvent contre nous, monsieur le maire de Mans, c'est que face à ce comportement que vous adoptez au conseil municipal vis-à-vis des élus de l'opposition, vous avez aujourd'hui, monsieur Laurent Sumeau, la prétention d'avoir les aptitudes, les compétences, la finesse d'esprit, la capacité de synthèse, le sens de la répartie, les qualités d'orateur, la subtilité, le sens de la nuance, l'esprit de synthèse, le savoir-vivre, le savoir-être, le respect des adversaires, le courage du débat contradictoire, toutes les qualités nécessaires que vous prétendez avoir ou pensez avoir pour devenir député d'Annozière le 19 juin prochain. Mais la réalité est très simple, et une fois de plus, c'est la citation qui le résume le mieux, c'est que M. Laurent Sumeau, la censure, c'est toujours un abus de pouvoir et souvent un abus d'incompétence. On votera contre, bien entendu, cette délibération. Et ça venira au point où je vous ai trouvé, les 2 groupes d'opposition, vous vous réunissez, donc ça me fait plaisir de vous voir voter une fois ensemble. Et moi, contrairement à vous, j'essaie de gagner les élections, je ne vais faire pas tout. Parlez pas trop vite. Eh bien, pour l'instant, sur les 2 dernières, ça me donne raison. Oui, mais c'est votre raison de vivre, c'est pas votre argument. Raison de vivre, non, j'ai fait autre chose en fait de faire la politique. A priori. Donc, qui est contre l'unanimité de l'opposition? Ça me fait plaisir aussi, le président. Qui s'abstient? Donc, les autres sont pour, je vous remercie. Sur les communications des décisions prises en vertu de la délégation de droit reçu, j'ai pris un arrêté 38 autorisant la signature de marché de services, location des installations du village arrivé du Tour de France pour le 16 juillet. Donc avec un lot location de chapiteaux avec plancher, un lot location de cloisonnement pour chapiteaux, un lot location de mobilier, un lot location d'installation électrique, un lot location de barrières de police, et un lot de location de sanitaire chimique et un lot de gardiennage. Donc, en fait, là-dedans, il y a l'installation du village d'entreprise qu'on fait sur la ligne d'arrivée, comme depuis 2010, mais il y a aussi un certain nombre d'éléments techniques qu'on nous a demandé à l'ESSO, en plus du contrat qu'on passe avec eux, pour sécuriser, accueillir les journalistes et sécuriser les 2 derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée. J'ai pris un arrêté autorisant la signature de l'avenant numéro 1 modification de prix et ajout de prix nouveau pour le marché de prestation de création de support graphique avec l'entreprise MP-CREA. Donc ça c'est pour le service front de la ville. J'ai pris un arrêté 47 autorisant la signature de l'avenant marché de travaux de construction du musée du Gévaudan pour le lot 2 avec un avenant numéro 3 avec le groupement Joules, Bâtir, Martinazo, Vermorel, le 5 pour les menuiseries extérieures métalliques, avenant 4 avec l'entreprise Canac Menuiserie, le 9 avenant 4 avec le groupement Lozère Isolation verte Neb, le faux-plafond, le 11 revêtement de soldure et souple faïence avenant 4 avec l'entreprise Ancilera, le 13 peinture avenant 3 avec l'entreprise Man de Peinture et le 14 chauffage, rafraîchissement sanitaire, ventilation, traitement d'air avec l'avenant numéro 3 avec l'entreprise Dacia. Et puis le 15, donc les courants forts et faibles. Un avenant 4 pour le groupement Schaeffer-Rodier. Un arrêté 48 autorisant la signature, arrêté autorisant la signature de l'avenant marché de travaux scénographiques du musée de Gévaudan pour le 17 avenant 1 le groupement Arloge de Discours. Le lot 18 pour l'éclairage scénographique avenant 1 de l'entreprise Itac. Le lot 19, équipement multimédia scénographique avenant 1 avec l'entreprise Orfeo. Lot 20 pour la signalétique avenant 1 avec l'entreprise Heidelens. Puis on a arrêté 49 autorisant la signature du marché de production des comptes
contenu audiovisuel et multimédia du musée du Gévaudan à Mende, donc ça doit être le dernier marché, avec la SAS Mazelia, donc pour tout ce qui est audiovisuel. Et puis un arrêté 54 autorisant la justice devant le Conseil d'État dans l'affaire de préemption des terrains de Jéhovah, donc avec un CP Lyon, Caen et Thériez. A priori, on est en train de négocier pour que l'ensemble des contentieux tombe et qu'on puisse s'entendre donc avec les témoins de Jéhovah. Un arrêté 56 autorisant la signature du marché de travaux aménagement en paysage rue de l'Épine avec AB Travaux Services pour le surpassage de la rue. Merveille, il y aura quelques tuyaux qui seront faits par la communauté de communes. On va passer au point numéro 1 de l'ordre du jour qui concerne la session par la commune de Nantes à M. François Roux. Oui, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions concernant ce contentieux qui nous oppose témoins de Jéhovah, je présume que c'est l'association de témoins de Jéhovah. S'il y a un pourvoi devant le Conseil d'État, c'est qu'une décision a été rendue. Et je rappellerai, vous connaissez forcément le coût d'un avocat au Conseil d'État, c'est vers moins de 6 000 €. Vous voyez, ça coûte plus cher que ce que nous pouvons vous coûter comme une session administrative. Mais de quoi il s'agit? Parce que sauf de ma part, sauf de ma part, ce contentieux, je ne crois pas que vous nous ayez donné plus de détails à son sujet. En fait, on a préempté sur une vente concernant des particuliers qui voulaient vendre aux témoins de Jéhovah sur le tellement qui a venu le 11 novembre, donc avec le lieu de culte qui était planté. Et donc on a préempté, on a eu un recours en référé qui était présenté devant le tribunal administratif qu'on a gagné pour faire suspendre le droit de préemption. Donc il y a eu une action qui a été faite devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État vient de rendre son... a rejeté le... On n'a pas dit de toute organisation par l'association des témoins de Jéhovah qui demandait l'annulation de référé. D'accord, là c'est pour le référé, puis il y a Et au fond, le tribunal décide au fond devant le tribunal administratif. Donc en fait, on s'est rencontré avec les témoins de Jéhovah à plusieurs reprises déjà. Et donc lors du référé, le juge a proposé qu'il y ait une médiation qui soit mise en place. On a mis en place la médiation, et donc on est en cours de médiation pour les témoins de Jéhovah pour essayer de trouver des solutions qui soient gagnantes pour tout le monde. Voilà. Donc avec l'idée que si la signature de la médiation, le recours au fond devant le tribunal administratif soit retiré. Voilà. Vous devrez trouver une issue favorable. Donc le point numéro 1, c'est la vente à 1 € par la commune de Mende à M. François Roux, c'est le bout d'escalier, Mme Bourgagne. Donc, M. François Roux, pour habitation dans la rue de Notre-Dame, au 33 de Notre-Dame, et il a un escalier sur le domaine public. Donc, il nous a demandé la possibilité d'acquérir cet escalier. Après les documents d'apprentissage effectués par Roissonnable et Amifa, il a une fois de nouvelles et vous est proposé aujourd'hui d'autoriser la cession de la parcelle à X729 en forme de Notre-Dame à 1 € et l'autorité nationale a signé la succession. Vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je souhaite adopter le numéro 2 concernant la vente par la commune de Mende au consort alimentaire la faculté de substitution du décès familial en cours de constitution. Madame Pauli. Il concernera le Bertin avec faculté de substitution du SCI familial de Mende de constitution pour demander à la commune de Mende de la constitution d'une maison située dans le Espérance du stade privé. Après réalisation de documents d'apprentissage par la SARL de Farge signé, matérialisant l'emprise exacte écrite conformément à l'estimation du pôle d'évaluation de l'Union, il est aujourd'hui proposé de céder au consommable du BEC la parcelle à une pour une surface de 494 mètres carrés au prix de 80 €. Autoriser la vente de la parcelle ci-dessous désignée par la commune de consommable du BEC, fait notamment à charge de ces derniers et autoriser ce domaine en signer l'acte de vente avec terminé par l'office notarial de Marmouchot, la commune de la Fête. Merci Madame Pauli.
donc vous avez le pleinement, on va vendre qu'une partie de l'ensemble au consommateur d'air, puisqu'on va effectivement, ils vont effectivement démolir une dizaine de mètres sur la partie sud-ouest du bâtiment pour donner plus d'aisance de circulation sur la rue de l'Espérance et dans ce virage-là qui est, ma foi, avec un trottoir pas trop large et assez dangereux. Et donc on en profitera après sur la partie à gauche du trait rouge, donc pour en faire quelques places de stationnement et arranger un peu tout ce départ de l'avenue Georges Clemenceau, là, où on voit que même sur la photo, il y a des voitures qui sont stationnées au milieu de la rue. Donc ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça et on toilettera et on réaménagera tout cet espace pour faire des vraies places de parking, pour faire des vraies circulations piétonnes. Et on en profitera aussi pour enfouir les réseaux sur la rue de l'Espérance, puisqu'on a des poteaux qui sont au milieu des trottoirs. Et on en profitera aussi pour élargir de ce qu'on pourra un petit peu les trottoirs pour donner une meilleure circulation aux piétons, notamment aux étudiants qui vont au lycée Chaptal par le nord du lycée Chaptal. Ce ne sera pas aux normes de 1m40 sur le trottoir, mais on essayera de faire pour le mieux et de réaménager pour le mieux cette rue. Et ensemble, on aura quand même une nouvelle image un peu plus harmonieuse de cet espace. Bien sûr, on gardera Madame Paoli, Madame et Madame Lignette, tous les éléments patrimoniaux, notamment la pelle de ligne, le portail, pour les remettre en place. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, pardon, il faut que je vous dise aussi, parce que ça vient au conseil municipal, on participera aussi à la rénovation. Les concerts Albert qui vont démolir pour notre compte, donc on participera à cette démolition et reconstruction de pignon et de la toiture qui va avec. Le bâtiment étant reculé d'une dizaine de mètres. Voilà. Et donc on va redélibérer notre point pour la participation de la collectivité. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, vote commune de mandat à M. Chamet et Mme Beaumont. M. Dalle. Monsieur Romain Chabert et Madame Nathalie Bonhomme ont demandé à la commune de Mende l'acquisition d'une partie de la parcelle PP 803 située rue des Boulènes pour étendre leur jardin. Après réalisation d'un document d'appartage par la SARL Fage et Associés, matérialisant l'emprise exacte cédée et conformément à l'estimation du pôle d'évaluation de Rignal, il est aujourd'hui proposé de céder à M. Chabert et Mme Bonhomme la parcelle suivante, donc parcelle BP 857, d'une surface de 62 mètres carrés pour 1 860 €. D'autoriser la vente de la parcelle ci-dessus désignée par la commune de Mende à M. Chabert et Mme Bonhomme, frais notariés à la charge de ces derniers. D'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente à intervenir en office notarial de Mende, 7 à l'école d'Omer pour la commune de Mende et celui de Marvejols, avenue de la Thébaïde pour M. Chabert et Mme Bonhomme. Tout le monde a vu où c'était? À peu près. Il y a montré la photo. On va passer la soirée quand même. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 4, servitude de passage de canalisation des Sauvagelles communément de M. Menelon. Dans le cadre de la réalisation du lotissement communal de la communauté de la commune demande à demander à Alexis et Sauvagelles de concentrer les servitudes de passage de canalisation souterraine après fond le long de la parcelle BD 762. Cette convention de servitude réelle et perpétuelle est consentie par la SI des Sauvagelles sans indemnité. L'emprise de la servitude sera matérialisée sur un plan annexé. Le droit de passage sera usé par les réseaux des eaux usées PVC 0200 et par les eaux pluviales par des nœuds annelés de 250 mm de 800 mm. Il est donc aujourd'hui proposé d'approuver la constitution de servitude de passage de canalisation en tréfonds au profit de la commune de Mende sur la parcelle BB 762, telle qu'annexée au plan 6 juin, et d'autoriser M. le
maire a signé tout acte et tout document se rapportant à la vie de servitude en étude de Maître Boulet, notaire Marjol. Merci Monsieur Van der Voort. Donc c'est en haut de sur le projet de lotissement sur lequel on travaille. Est-ce que une heure, après un jour, est-ce que vous avez des questions? Sachant qu'on a toujours beaucoup de demandes de construction. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 5, vente de communément de la SHM de l'habitation. Madame Munier, La SHM Rosaire Habitation a demandé à la commune de Demande l'acquisition d'une parcelle appartenant au domaine public communal situé avenue d'Europe afin de construire des garages. Par délibération du 5 avril, le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public de la dite parcelle. Après réalisation d'un document d'appontage par la SARL en phase et associés, matérialisant l'emprise exacte précisée et conformément à l'estimation du code d'évaluation domaniale, il est aujourd'hui proposé de céder à la SHM Habitation la parcelle AH 848 pour 1087 mètres carrés au prix de 67 200 mètres, de construire une servitude de passage de réseau figurant sur le plan annexé, d'autoriser la vente de la parcelle ci-dessus désignée par la commune de Demande à la SAHLM Rosaire Habitation, frais notariés à la charge secrétaire, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente à l'intervenir à l'office notarial de Demande pour cette année. merci Madame Nunez-Vaz. On a déjà parlé pour le déplacement du domaine public, c'est ça? Et donc aujourd'hui on valide, si vous êtes d'accord, la vente à la SHM de cette parcelle avec le prix à l'estimation de Franck Domaine. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? 1, 2, 3. Des abstentions? C'est adopté. Merci. Le point numéro 6, vente communément à M. Théophile Caillot. Madame Camille. La commune de Demande a proposé à M. Théophile Caillot l'acquisition d'une partie de délaissé située en contrebas de la parcelle à Z 690. Un accord étant intervenu sur les conditions de la réquisition conformément à l'estimation du service des domaines et après réalisation d'un document d'appartage par la salle de French associé, géomètre, expert foncier, il est aujourd'hui proposé de céder la parcelle AZ 775 commune de Demande pour une surface de 51 mètres carrés. D'autoriser la vente par la commune à M. Théophile Caillot moyennant le prix de 360 €, converti en obligation prise par M. Caillot de prendre à sa charge les frais d'établissement du document d'appontage nécessaire à l'établissement de l'acte de vente, cédant à la somme de 360 €. Autoriser M. le maire à signer l'acte de vente, à intervenir à l'office notarial de vente cette année. Merci Mme Camille. Donc c'est substitut sur l'impasse de la safranière. Vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 7, Mme Monceau sur le DSP de la navette routière. La délégation du service public relative à l'exploitation du service public de transport concernant les navettes routières reliant la Ligue à l'aéroport de Puy-en-Velay arrivera à l'échéance le 31 décembre 2022 suite à une prolongation d'une durée d'un an en raison de la crise sanitaire. Il est donc nécessaire de relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l'attribution du nouveau contrat public à compter du 1er janvier 2023. En vertu de l'article L. 1413-1 du CGCT, la commission consultative du service public locaux de la ville de Demande a été convoquée le 10 mai 2022 pour donner son avis sur le principe du recours à la délégation de service public pour l'exploitation du service public de transport concernant la navette routière reliant la Ligue à l'aéroport de Puy-en-Velay. Elle a émis un avis favorable à ce sujet. Sur la base du rapport de principe de joint à l'annexe présentant les principales caractéristiques de la future convention de délégation de service public à intervenir, la CCSPL a émis un avis favorable. Vu l'article L. 1411-4 du CGCT et sur la base du rapport joint présente, il est désormais proposé au conseil municipal d'adopter le principe de recourir à une convention de délégation de service public pour l'exploitation de la navette routière régulièrement la Ligue à l'aéroport de Puy-en-Velay à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 5 ans, d'approuver le rapport de présentation définissant les caractéristiques de la délégation de service public,
d'autoriser Monsieur le maire à fixer et négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L14-11-5 du CGCT, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de publicité requise. Merci Madame Rousson. Donc on va essayer de poursuivre pour 50 de plus cette délégation de service public. C'est pour ça qu'on va consulter un opérateur de la DSP consistant à faire un aller-retour dans un minivan entre Mende, la gare routière, dans la gare SNCF et l'aéroport de Lourdes. Vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Donc il nous faut constituer la commission de DSP. Donc c'est composé du maire de Madame Régine Bourget. Je vous dis pas de la luce, si vous êtes d'accord, on constitue la commission, donc qui sont composés de moi-même de Régine Bourget pour le représentant et des titulaires suivants, si vous êtes d'accord, Aurélie Maillols, Elisabeth Dunétrenal, Alain Combe, Valérie Pémolière et Emmanuel Soulier. Pour les titulaires, pour les suppléants, François Robin, Vincent Martin, Jean-François Périquet, Patricia Rousson, pour M. Philippe Bouget. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Tout le monde? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Vous pouvez sur les ressources humaines, Marc Brageau. Il s'agit de la fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Chaque collectivité territoriale employant au moins 50 agents est dotée d'un comité social territorial. La durée du mandat de ces représentants est fixée à 4 ans. Il est consulté notamment sur les projets relatifs au fonctionnement, l'organisation du service, les projets, le rapport social unique, le plan de formation, etc. Donc la date des élections est fixée au 8 décembre, je vous fais grâce des lois et des décrets. Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est compris entre 50 et 350 agents et justifie la création d'un comité social territorial. Considérant la consultation de l'organisation syndicale représentative au sein de la commune de Mende, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 161 agents, 73 femmes et 90 hommes, soit 45,35% de femmes et 54,65% d'hommes. La liste de candidats déposés par des organisations syndicales devront respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Donc il est proposé de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et à nombre égal du nombre de représentants suppléants, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, et de décider le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité. Merci Madame Marie Brageon. Donc CT et CHS, CT deviennent des CSP. Voilà une évolution. Et donc on vous propose de reconduire ce qui était déjà existant. Et si vous êtes d'accord, c'est les mêmes titulaires et filiales que nous avions délibérés en 2020. Donc à savoir les titulaires moi-même, Madame Sonia Muniez-Vaz, Madame Régine Bourget, M. François Robin, M. Karim Abel. Pour les suppléants, Madame Bétisa Pinault, M. Philippe Torres, M. Christophe Lacasse, M. Thierry Jacques et M. Jérémy Boyer. Est-ce que vous avez des questions? Ça convient à tout le monde? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. M. Martin, pour les votes complémentaires sur les associations. La ville de Mende a volonté de poursuivre son aide parce que les associations locales participant au dynamisme de la ville. La ville a reçu 3 dossiers de demande de subvention et l'examen de vote de subvention de l'association du 5 avril 2020. Il est donc proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement à ces associations figurant sur le tableau annexé. Il y a pour la culture l'association du Tambac montant de 500 €. Le CR des gens marquis pour montant de 1500 €, l'action sociale, l'association
fondamentale de 942 €. Proposé d'inscrire les crédits budgétaires au budget équipe 2020. Merci Vincent Martin. Donc il y a deux subventions exceptionnelles, le CER, c'est pour les 50 ans. Donc on n'avait pas passé lors de la première demande de subvention, et idem pour la mission trans, là, part, qui est une subvention aussi exceptionnelle puisque c'est les 30 ans de l'association. Est-ce que vous avez des questions? Madame Jacques. Lors du dernier conseil municipal, il a été demandé aux adhérents des associations de sortir dans la délibération. Je pense que tous ne sont pas sortis, mais enfin, on ne va pas refaire les devoirs. Aussi, pour ces subventions, je demande, y a-t-il des personnes concernées? Si oui, quelles sont? Alors, c'est pas les adhérents, c'est les... C'est les adhérents. Non, c'est ceux du bureau. Non, non, je le texte de loi, c'est le bureau et les adhérents. Non, c'est différent. Le cerf, le conseiller culturel. C'est un peu... Bon, est-ce qu'il y a des adhérents ou pas? Ah, moi j'en sais le cerf, mais je suis conseiller culturel, donc... Attendez. Le cerf, pas et... Pourquoi droite? Ça, le jeu de la musique, ça va donc là? Une carte sur les tambours, non? Donc, est-ce qu'il y a des questions d'autres, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 11, c'est garanti d'un point d'équipement de souris que le Congo a fait. Ça, HLM pour la construction de 31 logements au haut de la bergerie. Madame Elisabeth Villesmenel. Par délibération 19 242 du 22 février 2022, notre Assemblée a procédé à l'octroi d'une garantie d'emprunt auprès de la SAHLM Lozère Habitation. Afin de respecter le formalisme attendu par le prêteur, il convient de retirer la délibération 19 242 du 22 février 2022 et de la soumettre à nouveau à votre approbation. La société anonyme d'HLM Lozère Habitation a lancé une opération de construction de 31 logements au lotissement des Hauts de la Bergerie en Vendée. La SAHLM Lozère Habitation, par un courrier reçu en mairie le 14 janvier 2022, sollicite l'octroi de la garantie communale sous forme de délibération selon le modèle exigé par la Caisse des dépôts. Le Conseil municipal, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessus. Vu les articles 2252 et 2252 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt 128 534 en annexe signé entre la société HLM, si après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, délibère. Article 1. L'Assemblée délibérante de la commune de Mende accorde sa garantie à hauteur de 75% pour le remboursement d'un prêt de montant total de 3 821 106, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 128 534 constitué de 4 lignes du prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 2 865 829,50. Augmenter de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L'article 2. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Il est proposé d'accorder la garantie communale à la SAHLM Lozère Habitation pour le remboursement du prêt 128 534 à hauteur de 75%. Merci Madame la Ministre de la proposition pour limiter les coûts de construction et les coûts d'exploitation.
venir garantir des emprunts. C'est pas nouveau, ça continue. Donc là, il s'agit de 31 logements portés par la SHM de réhabilitation. Et donc, oui, donc 75% par la ville et 25% par le département. On devrait délibérer 31. Mais voilà, monsieur. Alors, j'ai plusieurs questions concernant les points 11, 12, 13 en général, et après, on verra au point 13, j'aurai des questions en particulier. Donc, nous sommes en train de délibérer pour se porter garant pour les sociétés HLM, Lozère Habitation et Polygone, sur des sommes qui sont conséquentes. Aujourd'hui, dans ce conseil, la commune s'engage à payer 4 millions d'euros en cas d'impayé de ces dernières à échéance de la Caisse des dépôts. Nous avons déjà délibéré de la même façon sur d'autres projets. Donc la première question, c'est pouvez-vous nous dire depuis 2020 les sommes totales pour lesquelles nous nous sommes portés garant pour ces deux sociétés HLM? Ensuite, deuxième question, y aura-t-il d'autres délibérations de cet ordre et pour quel montant? Ensuite, lorsque la SAIL faisait office de bailleur social, si celle-ci se trouvait en difficulté, nous pouvions vendre les biens, ce qui a été fait. Aujourd'hui, face aux sommes importantes engagées, en cas de non-paiement des organismes HLM, nous n'avons aucune, me semble-t-il, ressource issue de la vente à attendre. Donc, quelles sont nos garanties pour ne pas être mis en difficulté, puisque ces immeubles ne sont pas nos propriétés? Ensuite, sur cet aspect financier, il grève, me semble-t-il, d'autant la possibilité d'emprunter pour la commune pour des projets qu'elle porterait. Ça ne grève pas l'emprunt de la collectivité, la possibilité d'emprunt de la collectivité. Cela vous paraît-il un frein pour le futur? Donc voilà, j'ai des questions. Ça va faire, je ne sais pas, mais 35, 44, 50, depuis que les bailleurs sociaux existent, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour limiter le coût de la construction. Donc derrière, pour avoir des loyers qui soient le plus raisonnables possible pour les futurs locataires qui sont bénéficiaires de ce type d'appartement d'habitation à loyer modéré. Donc le fait de ne pas avoir à payer de garantie et donc de venir chercher les collectivités en garantie des emprunts, effectivement, ça limite de quelques pourcents le coût de la construction. Mécaniquement, ça s'impacte. Alors, je n'ai pas le chiffre depuis 2020, mais on vous le donnera si vous le souhaitez. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour l'instant, on n'a rien, puisque les emprunts peuvent être contractés. On pourra vous donner des engagements antérieurs si vous le souhaitez. Et puis, donc, pour moi, ça ne n'ouvre pas la capacité d'investissement de la commune. On l'a montré au moins sur les 10-15 dernières années, avec des emprunts qui ont été contractés, des emprunts qui ont été remboursés. Peut-être dans les temps à venir, on aura de nouveau à formuler des emprunts si le besoin s'en fait sentir pour la ville de Vannes. Mais pour l'instant, et depuis 2018, on est en phase de désendettement, ça ne vous a pas échappé. Et donc, normalement, en 2022, ça va continuer aussi sur à peu près le même rythme de plus, puisqu'on va rembourser autour de presque 1 million d'euros d'emprunts qu'on a à la ville. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, oui. Donc, oui, si, la question autre, c'était quand on est garant comme cela, est-ce que si la société HLM est mise en difficulté, en fait, on paie en lieu et place de cette société, mais est-ce qu'on a quelque chose pour se retourner et avoir une vente? Et on n'a pas le bien, non, je ne crois pas. Si on se substitue, le bien va revenir à propriété de la ville. Donc pour moi, en fait, ce que je vois, il ne faut pas faire penser aux Mandoises et aux Mandois qu'il y a un risque sur ce genre d'opération. Alors, c'est absolument pas pour faire, mais c'est pour comprendre comment les choses marchent et voir exactement de quoi ils retournent et quelles sont
les conséquences et les incidences de chacune des décisions que nous prenons. C'est juste pour être totalement responsable. C'est pas pour faire penser à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est pour que nous ayons une attitude tous vigilante et responsable. Ok, j'en vois bien qu'on a besoin de construire encore sur la ligne de demande. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de faire le lotissement parce qu'il y a des gens qui veulent avoir leur propre habitation. On a besoin de faire de l'accession, construction-accession, parce qu'on a des couples aussi qui, par ce biais-là, peuvent devenir propriétaires aussi. Donc c'est un mix. C'est ce qu'on a fait là-haut depuis une dizaine d'années à la bergerie, entre le logement social, de l'accession à la propriété, de l'accession à la propriété pleine et entière, les gens qui fait construire leur maison. C'est un bon modèle qu'il faut qu'on reproduise dans les temps à venir. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté. Le point numéro 12 pour M. Aïkom. Pareil, c'est avec Polygone. Alors peut-être que sur le point d'avant, avec le président Modal, on peut faire le fort au vote. Puisqu'on est représentant à l'origine de Titre Perso, et moi pour le département. Le point numéro 12, ça sera pareil, puisqu'on est représentant à la conseil d'administration de Polygone. Monsieur Comte. La société anonyme HLM Polygone va lancer une opération de réhabilitation de la résidence Saint-Clair à Mende. La SHLM Polygone, par un courrier reçu en mairie le 21 février 2022, sollicite l'octroi de la garantie communale sous forme de délibération, selon le modèle exigé par la Caisse des dépôts et consignations du Conseil municipal. La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. Je vous fais grâce donc des articles à la fois du Code général des collectivités territoriales et du Code civil qui ont été lus sur le précédent point. Pour la SHM, nos habitations, c'est identique. Vu le contrat de prêt numéro 131-239, l'annexe signé entre Interrégional Polygone, Société Anonyme HLM, SIA et l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations délibère article 1. L'Assemblée délibérante de la commune demande l'accord de sa garantie à hauteur de 75% pour le remboursement d'un prêt de montant total de 683 979 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 131-939 constitué de deux lignes. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 16 984,25 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par être recommandé à la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci M. Combe. Donc là, c'est les Polygones pour la résidence Saint-Clair, donc à rue de Novembre, la rue réhabilitation. Vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 13. Donc c'est toujours pareil, on va conformer que je vous l'ai indiqué, le régime au gouvernement. Le point numéro 13, il y a un central à SHM Polygone pour la construction de la résidence Le Bressal à Mende. Monsieur Robert. Oui, donc c'est toujours Polygone qui sollicite le droit de la garantie communale sous forme de libération, selon le modèle exigé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc là aussi, vous fait grâce des articles de société et code civil. Donc vu le contrat de prêt 132-41 en annexe signé entre Interrégional Polygone Société Anonyme HLM
consignation selon les caractéristiques financières et les charges et conditions du contrat de prêt 132-041 constitué de 4 lignes du prêt. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme principale de 557 350,50 €, augmentée de l'ensemble des sommes qui vont être dues au titre du contrat de prêt. Le dit contrat est en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer au défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci, M. Robin. Vous avez des questions pour ouvrir ça à la main, Alors, sur la délibération numéro 13, concernant la résidence Le Bressal, vous écrivez « La SHLM Polygone va lancer une opération ». Donc vous auriez dû écrire « à lancer », parce que, bon, j'ai vu l'avancée des travaux, elle a été lancée il y a plusieurs mois. Donc je me demande pourquoi ne pas avoir écrit « à lancer ». Y aurait-il une évolution dans le dossier? Il faut démolir pour beaucoup. Non, c'est pas une boutade, là c'est une vraie question. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui... Oui, bon, au début de l'opération, vous aviez expliqué que le maire ne pouvait s'opposer à un permis de construire validé par l'UDA. Maintenant, la commune y prend part financièrement. Donc, nous avons vu de grands murs de soutènement qui empiètent sur l'ancien Bressal. Madame Bouguel nous a dit que vous aviez acheté puis détruire une des maisons en face des premiers murs, vers l'amont. Mais, voilà, vous allez essayer. Mais avez-vous fait une étude de l'impact de la globalité de ces murs sur le lot en crue, et notamment concernant les 3 maisons qui sont légèrement en aval des immeubles, juste avant le pont? Donc ensuite, pour les futurs acquéreurs, y a-t-il un avertissement destiné aux futurs acquéreurs de l'accroissement espéré et souhaité du trafic ferroviaire, la voie ferrée dans à 10 mètres? Ou alors, vous avez mis un trait sur le développement ferroviaire en Lozère. Enfin, là c'est une remarque personnelle, pour le reste c'était des questions très ciblées. J'ai le sentiment que la population a pris conscience du volume de ces constructions et pour moi il s'agit là, donc là je donne mon appréciation, pour vous d'une erreur de taille. Mais vous m'avez déjà dit ça. Oui. Vous me faites confirmer. Ah ben je change pas d'avis, heureusement je suis pas une chouette, mais après il reste des questions. L'incidence du lot sur de ces murs de soutènement sur l'autre, parce que ça, quand même, les murs ont avancé par rapport à ce que c'était précédemment. Et ils sont très... Ils sont plus hauts, mais ils n'ont pas avancé. Ils sont pas perméables. Donc on reste dans la zone hors zone rouge là, du PPRI. Et donc vous pouvez construire et je peux vous garantir que le permis a été scruté de près par les services de la TDT qui font bien leur job. Et donc voilà, on a même discuté avec, comment il s'appelle, M. Delrieux de Bordeaux, qui a constaté effectivement sur place qu'ils n'allaient pas rester sur le terrain de la commune. Bien évidemment, ils sont restés sur la prise du terrain de RFF qu'ils avaient acheté, que le Polygone avait acheté. Sur le développement du train, bien sûr que j'espère avoir dans les années à venir, dans l'état à venir, plus de fréquentation, plus de navettes, tout simplement, du train sur la demande, même si ça reste quand même compliqué, mais pour moi le train c'est l'outil de déplacement d'avenir, l'outil de déplacement des personnes, mais l'outil de déplacement du fret. Et donc il y a un vrai enjeu, je crois que Carlo Delia, la région l'a bien compris, je crois qu'au niveau de l'État aussi on l'a bien compris, puisqu'il y a des moyens nouveaux qui sont donnés, qui sont mis sur le train, et si on veut faire du développement durable, moins consommer d'énergie et être beaucoup plus vertueux, effectivement le train ça peut être l'outil. Malheureusement, en Lozère, on a les lignes qu'on a, donc on n'ira jamais à 300 à l'heure sur les lignes soit du Cévenol, soit de l'Aubrac, soit de la transversale du H. Mais on peut espérer raisonnablement quand même un peu de développement. On travaille actuellement
et c'est peut-être un scoop aussi, moi je l'ai déjà mis sur les réseaux sociaux, mais sur le développement du train de nuit, là, sur la logique du Paris-Aurillac. La région travaille aussi sur Paris-Béziers, donc on pourrait retrouver ce que certains d'entre nous avons connu il y a quelques dizaines d'années en arrière, où on prenait le train à Rennes le soir, on prenait la couchette à Marvejols, en suivant, et le lendemain matin, à 7h, on était à Paris. Donc ça peut revenir, c'est pas utopique. Donc en tous les cas, je l'espère. Et puis bon, sur la coquille, on corrigeant la coquille, c'était quoi le dernier point? Oui, l'acquisition de la maison Fuselier. Alors effectivement, j'ai rencontré à plusieurs reprises donc, le propriétaire. Pour l'instant, on n'est pas du tout d'accord sur le prix. On a une évaluation de France Domaine qu'on lui a transmis, mais il en espère bien plus. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à trouver l'équilibre financier qui fait l'opération. Après, le projet il a été travaillé, retravaillé, le permis a été déposé, redéposé, non validé par l'IDA. On a même une association qui s'était presque créée spécialement pour ce projet. Patrimoine, je ne me rappelle plus le nom de l'association, une association nationale. Et l'opérateur Polygone a retravaillé le dossier, les bâtiments, les alignements, le nombre de logements, les toitures, comme dit Mme Bourgade, et donc, in fine, les bâtiments de France sont validés. Donc, moi, je pense au contraire que c'est un très beau projet pour la ville, qu'on répond parfaitement à la loi. C'est ce que vous avez développé pendant la campagne des municipales sur le terme qu'il fallait arrêter d'agrandir la ville et faire de l'investissement et qu'il fallait construire la ville dans la ville. Là, c'est l'exemple. Donc, il faut promouvoir ce genre d'opération comme on a pu le faire ailleurs, comme des opérateurs privés ont pu le faire ailleurs, sur Notre-Dame, là-bas, sur Val-Prose, ce qu'on est en train de faire. Sur plein d'endroits, comme on s'en bouche des dents creuses, et c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Boulet? Oui, monsieur le maire. L'information nous est parvenue selon laquelle l'entrepreneur chargé du gros œuvre initialement aurait jeté l'éponge et que de nouvelles entreprises lui auraient succédé. Ma question est simple, vous parliez de train tout à l'heure, est-ce que ce chantier est sur des bons rails? Et j'ajouterai, pour revenir et rebondir sur la question précédente de Mme Soulier, une caution personnelle, là nous n'avons pas de caution hypothécaire, la banque elle a sûrement pris des garanties, mais nous n'avons pas, donc ça nous renvoie à l'examen et l'appréhension d'un potentiel risque de devoir se substituer aux débiteurs. C'est un investissement qui est lourd, important, et il faut avoir en effet conscience que, au regard, je ne suis pas du tout spécialiste en matière, mais des prix qui sont réclamés, c'est proche des prix de l'agglomération Montpellier. Au regard, en effet, peut-être du marché que vous indiquez sans arrêt florissant, est-ce qu'au final, donc ce projet de Montrail, c'est-à-dire est-ce que Polygone va arriver pour la partie immeuble sur le marché privé à tout vendre? Et ne pensez-vous quand même pas que cette opération présente certaines, en tout cas sans parler de danger, certaines pour moi questions sur le plan de la pérennité? Mais ce qu'il y a bien avec nous, ce projet, c'est qu'il ne faudrait rien faire. Comme ça, on ne prendrait pas de risque. Donc on fait des choses, mais en les faisant bien. Vous connaissez la société Polygone? Vous connaissez sa capacité financière. Donc avant d'aller jeter le discrédit encore une fois de plus sur une société en indiquant que peut-être elle n'aurait pas la capacité à porter, que peut-être les entreprises seraient en train de... Non mais dites-moi, une entreprise a quitté le chantier ou pas? Oui ou non? Ah non, par ma connaissance, ils y sont toujours sur le chantier. L'entreprise initiale chargée du gros œuvre, elle est partie, elle n'a pas été passée par d'autres sociétés. Ça, alors c'est encore des rumeurs que vous avez essayé de comporter. Il y a des discussions, les marchés ont été signés, les entreprises sont marquées d'heures, on travaille. Donc la construction, c'est là, c'est ce que vient de dire Mme Soulier. Saisie sur place, vous le verrez. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu des changements de constructeurs, mais avant la signature des marchés, il y a des discussions. Ça fait partie du jeu quand même. Que quand vous lancez les marchés, vous avez le droit de discuter avec les opérateurs, avec les entrepreneurs. Et donc là, qu'il y ait eu des discussions, c'est possible que l'entreprise qui était peut-être initialement pressentie et qui n'est pas validée
signé le marché, mais elle n'a jamais signé le marché, elle n'est pas partie du chantier, je ne vous autorise pas à dire ça. Je ne vous autorise pas à Je dis dire qu'elle ça. avait jeté l'éponge, je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas signé, je faisais l'expression. L'entreprise, initialement, Vous m'avez parlé de signature de marché. elle a jeté l'éponge. Elle n'a jamais eu à signer le marché. Ils ne sont pas tombés d'accord, ils ne sont pas tombés d'accord. Donc le polygone est allé voir quelqu'un d'autre, c'est tout. Et ça, c'est la vie. Non, je ne vous autorise pas, par rapport à une belle société comme Polygone, qui est pris, le directeur Pascal Lacombe, je crois qu'il a fait des pieds et des mains depuis plusieurs années pour investir sur Mandé. Ils sont sur tout le massif central, si vous voulez. Ils peuvent aller investir ailleurs aussi. Et je pense que la société a les règles solides. Régine Bourgade, qui la suit depuis de nombreuses années, est là pour en témoigner. Donc, non, ne jetez pas il ne faut pas jeter le discrédit. Je n'ai pas jeté le discrédit sur la société elle-même. J'ai dit que c'était un projet qui était bien sur les rails, et notamment en termes de vente et en termes de... Il y a deux rues qui tournent toute la journée. Les logements sont vendus à 70 ou 75%. 65%. 70-75%. Et il y en a qu'une partie, hein, c'est qu'un tiers de logements disponibles. Le reste, c'est l'habitation, la chaîne. Du locatif. Non, mais on sait bien comment partent les rumeurs, après, monsieur Fouget. C'est bien comment ça, partent les rumeurs. On a dit que. Mais je crois qu'il vaut mieux poser des questions, on est là pour ça, monsieur le maire, j'attends de votre part la réponse, plutôt qu'on nous l'indiquer, qu'ensuite laisser planer la suspicion, vous nous laissez tenir des propos que nous n'avons pas tenus. Les choses sont claires, vous dites que la société va bien, le marché va très bien, l'entreprise n'a pas besoin les chantiers, c'est... Ok, j'en parle. Elle n'est jamais venue. Donc, je ne risquais pas de la nommer. Non. Elle a jeté l'épaule, elle n'a pas accepté le marché, je pense. Ça, c'est tous les jours. Oui, mais la question c'est de savoir pourquoi, c'est tout. Mais parce qu'il y a des paroles sur le pied. Ah, ça, j'en sais rien. Mais oui, c'est pourquoi je vous le dis. Ils sont très regardants, très rigoureux, C'est sûr. très difficile à faire. Forcément que sur un marché comme ça, ils ont consulté plusieurs entreprises pour le même lot. Donc sur le Brother, il y a plusieurs entreprises qui ont été celui qui fait la meilleure offre, et financière et technique, parce que c'est les deux qui sont liés, donc il apporte le marché. Donc il y en a peut-être une paire qui sont passés à la trappe. Alors est-ce qu'il y a des oppositions 1, 2, 3, des abstentions 1, 2, 3, 4. Voilà. Sur les subventions au projet pédagogique, madame Stéphanie Marais. Alors, lors de la séance du conseil municipal du 5 avril 2022, le crédit de 8 600 € a été alloué aux écoles et projets pédagogiques de 2 années. Donc, il vous est proposé d'approuver le programme 6 juin. Donc, le programme qui présente les différents projets pédagogiques qui ont été à la connaissance de la mairie pour les écoles publiques et les écoles privées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour les écoles publiques, ça concerne 666 élèves pour un montant de 5 020 €. Pour les écoles privées, ça concerne 475 élèves pour un montant de 3 580 €. Donc là, on retrouve bien 1 600 € pour 1 141 élèves, nos petits élèves dans le bois. Et ça fait un montant de plus de 7,50 € par élève. Okay. Voilà. Donc, je vous ai demandé d'approuver ce programme, de prendre en charge sur le budget municipal pour les établissements publics et les dépenses annoncées, de verser aux établissements privés une subvention correspondant aux propositions du programme cible. Merci madame Moret. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur ce portail? Oui, vous vous doutiez bien que j'allais intervenir sur ce point. Oui, déjà fait. Alors effectivement, vous nous proposez d'approuver un programme très bien, qui concerne des projets pédagogiques qui, eux, sont validés par l'Éducation nationale. Alors, de toute façon, peu importe les projets, peu importe l'intérêt que vous y portez, puisque de toute façon, vous attribuez exactement la même somme pour chaque petit mandat. Et c'est très bien, en termes d'égalité, c'est très bien. Alors, vous avez dit que cette somme était de 7,50 €, 53 précisément. Pour quelle raison elle est en baisse de 8% cette année? L'année dernière, c'était 8,13 €. Parce que l'année dernière, on avait mis plus d'argent sur la table parce qu'on était en période de Covid et donc on avait considéré qu'il nous fallait augmenter un petit peu l'enveloppe. Cette année, on est revenu en 2020 légèrement augmenté, puisqu'il me semble que traditionnellement, c'était plutôt autour de 8 000 €. Donc on a réévalué un petit peu cette enveloppe.
avez déjà posé la question, je pense que c'était au dernier conseil municipal, je redis ce que j'ai déjà dit, c'est que la ville intervient aussi financièrement sur toutes les associations. On est sollicité, les conseillers départementaux, sur les PAL, les anciens POD, les enveloppes, on intervient financièrement. Voilà, donc on va voir qu'après il y a un point à l'ordre du jour là, qui concerne aussi une intervention pour l'école. Non, je pense que la ville de Mende fait beaucoup de choses pour l'éducation et pour les enfants qui sont dans les maternelles et dans les écoles primaires. C'est peut-être pas assez, mais on fait quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Je ne veux pas revenir sur le niveau d'équipement informatique que la ville a mis en place. Je ne vais pas revenir sur les étapes que la ville a mis en place et même développé à partir de 2016, cette fois. Je ne vais pas revenir sur le projet qu'on porte pour la prochaine rentrée scolaire, d'allier peut-être le service jeunesse pour là aussi venir conforter la prise en charge, notamment sur le temps méridien. Je ne vais pas revenir sur les aides effectivement qu'on donne aux associations, je ne vais pas revenir sur les investissements qu'on fait aussi, qu'on a fait ces dernières années ou ces 10 dernières années sur toutes nos écoles. Je ne vais pas revenir non plus sur les ajouts de personnel. Chaque fois qu'on a des demandes particulières dans certaines écoles qui veulent appliquer telle méthode ou telle méthode, on essaye de venir complémenter et d'apporter notre soutien, notre appui. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que l'école, c'est un jeu, pour moi, numéro 1, quand on est maire d'une commune, quand on est élu municipal. Et donc on doit défendre nos 1200 et quelques chères têtes blondes qu'on a dans toutes ces écoles publiques ou privées. On essaie de le faire du mieux qu'on peut. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, oui, je partage l'avis de M. Portal. Moi, je veux juste rajouter, bon, je ne comprends pas la diminution de 1400 €, mais c'est décidé. Par contre, il y a à l'école Simone Veil et Gérard Pons qui ont des frais de transport et ils nous ont demandé si vous pouviez augmenter la subvention dans cette école parce qu'ils ont des frais de transport pour leur projet pédagogique. Alors là, je crois que là aussi, je ne l'ai pas dit dans toute ma liste de ce que la ville fait, mais je crois que sur les transports, on est particulièrement quand même à l'écoute, parce que chaque fois qu'il y a une demande particulière, on essaye de répondre présent. C'est par exemple le cas, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'école Gérard Pons, où le vendredi, ils veulent faire la classe à l'extérieur, c'est comme ça qu'on dit, non? Et donc on paye le plus. Si je peux me permettre, pour l'école Simone Veil, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois et demi, on leur a octroyé le bus, la ville offre des tickets de cinéma gratuitement, et on leur a octroyé le bus gratuitement aussi. C'est l'école, c'est ce qui a été demandé, c'est ce qui a été dit. Et après, ce qui a été dit au conseil d'école, c'est que les transports qui sont à leur charge sont chers pour partir en voyage scolaire, mais toutes les écoles de la ville de Mende prennent les transports scolaires pour aller en voyage. Et là où la mairie a fait un effort, c'est sur le cinéma, qui effectivement les places étaient données gratuitement à toutes les écoles. Les Chabris devaient prendre le bus à leurs frais pour descendre au cinéma. Et là, ça a été, donc, le mois dernier, a été acté que la mairie prendrait en charge ce transport-là. Comme elle prend en charge le fait qu'ils aillent à la Vernelle ou à la piscine aussi. Et le cinéma, tu l'as dit, et la saison culturelle aussi, parce qu'on a une saison culturelle adaptée pour les pitchous. Donc, on a fait quand même. Mais on peut toujours aller un peu plus loin. Et l'année prochaine, peut-être qu'on regardera effectivement peut-être ce sujet-là, parce que peut-être là, par rapport à 2020, on mettait de 600 € sur 8000, ça fait quoi 8%, peut-être qu'on peut faire un effort supplémentaire. On verra ça. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté, donc c'était le dernier point de notre jour. Ah oui, la classe orchestre, pardon. Le point numéro 15, donc Jean-François Pérégrel, de culture.
Monsieur le maire, il n'est pas que je parle. Donc l'association Orchestre à l'école est créée en 2008 pour accompagner la progression du nombre d'orchestres à l'école. L'orchestre à l'école est basé sur l'enseignement dans le temps scolaire de la pratique instrumentale collective aux enfants. L'école Bonijol a souhaité faire partie de ce dispositif à la rentrée de septembre 2019. Afin d'aider l'école dans la poursuite de la classe orchestre, la ville a été sollicitée et va continuer à contribuer financièrement à ce projet. L'orchestre à l'école est un partenariat entre l'école départementale de musique et les services académiques d'éducation nationale et la ville de Mantes. Afin de fixer les modalités de financement, une convention doit être signée entre la ville et l'école départementale de musique. La ville finance les interventions des enseignants de l'école de musique à hauteur de 255 heures annuelles, à la limite d'un montant annuel de 11 985 €. Il vous est donc proposé d'approuver la convention ci-jointe et d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des documents relatifs à cette convention. Merci M. Delanquet. Donc là, ça fait 3 ans qu'on avait signé, donc on vous propose de reconduire pour 3 ans de plus sur la même base. Donc là aussi, on est obligé à rien, mais on le fait quand même et ça nous permet et de soutenir cette école Bonijol et les enfants, d'apporter de la culture aux enfants et en même temps de soutenir l'école départementale de musique. Vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, avant de lever la séance, j'avais 3 questions diverses, 3 questions qui ont été posées par les 2 premières, donc par Philippe Pouget, Michel Jacques, Jérémy Tringer et Karim Abed. Donc, la première, ça concerne l'ordre du conseil municipal du 5 avril 2022. Nous avons proposé le flocage de la totalité des véhicules de fonction et de service d'environnement. Aucune réponse satisfaisante de votre part à ce sujet. Pourquoi refusez-vous cette opération de transparence? C'est mon choix et quand je serai maire, ces véhicules-là ne seront pas floqués. Voilà pour la réponse. Pendant la dernière campagne municipale, vous avez pris l'engagement, c'est la deuxième question, vous avez pris l'engagement de Valérie Mandois à la presse de consacrer exclusivement à l'environnement, sans viser votre mandat en Lozère. Aujourd'hui, vous reniez votre promesse en vous présentant des élections législatives. En cas d'échec à ces élections, quelle sera votre légitimité à rester à la tête de la mairie de Mantes? Alors ça, je vous répondrai, je vous ramènerai aussi à votre légitimité après les élections cantonales. Et puis, sur la première partie de la question, il me semble important pour les Mandois, mais plus largement pour le département de la Lozère. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, on a un député en place depuis 20 ans qui est dans l'opposition à Paris. Et moi, je propose d'avoir, et je compte sur votre soutien à tous, mais oui, c'est l'intérêt du département d'avoir quelqu'un qui puisse en même temps parler à Emmanuel Macron et avoir une première ministre qui vient plutôt des rangs de la gauche, donc avec Elisabeth Borne. Ça peut être que utile au département que je sois élu député parce que mon engagement d'ouvrir des portes à Paris pour faire avancer les dossiers de la Lozère, eh bien, il sera concret. Je ne vais pas aller à Paris faire de l'opposition, je vais aller à Paris pour le bien du département. Et donc, de ce point de vue-là, je redis que vous devriez tous me soutenir. Et puis la dernière question qui m'a été posée au départ par M. Portal, qui concernait le fait de savoir si j'allais donner le nom de ma future. Comme je ne suis pas trop vraiment. Non, je ne demande pas ça. Je suppose que, comme je le disais, il faut prévoir un petit peu à l'avance. Je pense que j'avais prévu cela. Donc vous avez sûrement des personnes pressenties pour être candidat à l'élection. Vous voulez avoir un nom, je ne vous donnerai pas de nom. Parce que je ne suis pas présomptueux, donc je ne vais pas. Là, dans la peau de l'ours, d'avoir fait. Oui, mais en Lozère, on a des loups. Donc, moi, je vous donne pas de nom. Alors, je ne peux pas finir ce conseil municipal quand même sans vous présenter M. Vincent Garrigue, qui donc nous arrive depuis le 2 mai en tant que directeur général adjoint, donc qui vient accompagner Nathalie Fraisse, directrice générale des services, donc il vient l'accompagner parce qu'on en a besoin. Donc depuis le mois de septembre de l'année dernière, on peut chercher quelqu'un pour venir en supplément ou en complément de Nathalie Fraisse sur le service commun qu'on a créé. Donc Vincent Garrigue et Nathalie Fraisse sont tous les deux dans ce service commun.
Et donc ils vont, j'espère, je suis sûr, bien s'entendre. En fait, Vincent Garrigue, pour ceux qui le connaissent, il arrive de la préfecture. Mais bon, il a une vie avant, c'est le Sevenol du Sud, un peu trop du Sud, mais bon, c'est le Sevenol quand même. Je le chante un peu. Et donc il a une longue carrière avant. Pour ceux qui le connaissent, donc à la préfecture, il était unanimement apprécié, je le dis parce que c'est la réalité. Tous les élus de Lausanne que j'ai rencontrés, ils aiment bien sa façon d'être et sa façon de faire, et l'attention, la bienveillance qu'il porte à tous. Et donc je sais qu'ici, avec les services, avec les élus, on va pouvoir faire avec lui du bon travail. Il va pouvoir soulager un peu Nathalie Fraisse, qui en a quand même bien besoin, mais qui a bien assuré. Donc je la remercie parce qu'on a passé quelques mois de changer, et puis on doit apprendre du complément et tout, mais elle a quand même du talent et beaucoup de qualité, donc c'était vraiment aussi un plaisir. Je pense qu'elle y trouve aussi son bonheur dans cette direction mutualisée. Donc, Vincent, si tu veux, je te laisse la parole pour te présenter un peu, dire un peu ton parcours. Merci bien. Il voulait surtout rester à nous. Merci, monsieur le maire, merci, mesdames, messieurs les élus. Si vous me permettez, je voudrais remercier chaleureusement mes collègues qui m'ont super bien accueilli. Effectivement, c'était un souhait de rester en Lozère, et particulièrement. J'ai un parcours dans la fonction publique d'État, donc c'est la première fois que j'assiste au conseil municipal. Concernant mon parcours, j'ai travaillé notamment en administration centrale, dans plusieurs ministères, où j'étais adjoint et chef de bureau. Mon parcours scolaire, je